Le Tridom est un espace transfrontalier entre le Cameroun, le Congo et le Gabon qui a été créé en 2005. Et cet espace est né du fait de la volonté des trois chefs d'État des pays que j'ai précités pour gérer ensemble un espace de près de 18 millions d'hectares. En réalité, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce genre de consensus? C'est parce que la biodiversité, forêt et faune ne connaissent pas les frontières. Les frontières que nous avons actuellement sont des frontières héritées de la colonisation, de la période de colonisation. Et la biodiversité ne connaît pas ce genre de frontières. C'est pour ça que les gens qui travaillent sur le terrain, les organisations, les ministères sectoriels sur la question de biodiversité ont estimé qu'on ne pouvait pas gérer cette biodiversité en restant cantonné aux frontières étatiques. Le Tridom, c'est 11 aires protégées ainsi que les zones périphériques qui y sont. Pour le cas du Cameroun, nous avons 5 aires protégées à l'intérieur de l'espace Tridom. Il s'agit du parc national de Bumbabek, le parc national d'Inki, la réserve de faune d'Ongoïla, la réserve de faune du Dja, le sanctuaire à gorilles de Mengami. Et maintenant, au Gabon, vous avez le parc national de Minkebe, vous avez le parc national de Moigna. Au Congo, vous avez le parc national de Ozala, qui sont entre autres les aires protégées qui composent le grand massif Tridom. C'était des espaces qui étaient gérés un peu de manière cloisonnée par les différents États. Or, on s'est rendu compte que, par exemple, il y avait des mouvements des éléphants entre le Cameroun et le Congo, et entre le Cameroun et le Gabon, ainsi qu'entre le Gabon et la République du Congo. On s'est aussi rendu compte que les activités qu'on pouvait mener dans un pays impactaient le pays qui était collé à côté. C'est-à-dire que si au Cameroun vous avez l'exploitation forestière juste à la frontière, il faut savoir que l'impact de cette exploitation forestière arrive directement au Congo ou au Gabon si c'est situé à la frontière. On a aussi remarqué que les braconniers utilisaient se balader entre les trois pays, et quand vous essayez de les arrêter, ils disaient que non, je suis plutôt de la nationalité d'en face et vice-versa. C'est pour ça qu'on a estimé qu'il était bien de mener un certain nombre d'activités de manière conjointe pour pouvoir contourner toutes ces difficultés-là. Tout à fait. Actuellement même, ce qui est en vogue, c'est ce qu'on appelle le concept de conservation inclusive, inclusive conservation. Ça veut dire qu'on met l'homme au centre de la conservation. Toutes les activités que vous menez à la fin doivent aboutir à améliorer les conditions de vie des communautés locales. C'est pour ça que vous allez le voir, par exemple, pour le cas du Cameroun, tout le système de taxation lié à l'exploitation forestière, il y a près de la moitié qui est reversé aux communes et aux communautés locales. Vous avez le principe des forêts communautaires. C'est pour s'assurer qu'une partie des forêts sont laissées à la gestion des communautés locales. Vous avez les zones de chasse et les zones de chasse à intérêt, les zones d'intérêt synergique à gestion communautaire. Là aussi, on laisse les communautés gérer un même espace pour pouvoir avoir des ressources et aussi des protéines animales. Généralement, l'argent qui vient des forêts communautaires sert à deux sources principales. L'amélioration de l'habitat, ils mettent les toitures sur les maisons, ils construisent des cases qui sont meilleures, et puis aussi l'appui à l'éducation des enfants. Donc, ils payent les maîtres, les parents dans les villages. Donc, c'est les deux principales sources où va l'argent des forêts communautaires. Vous allez aussi voir que nous avons organisé les femmes autour de la collecte des produits forestiers non ligneux. Donc, si vous allez voir les groupes de femmes qui vendent le njang, qui vendent la mangue sauvage. Dans la plupart des communautés où nous allons, et nous avons connecté ces femmes avec les acheteurs qui viennent prendre des grandes quantités. Si vous allez dans les villages aussi, vous allez voir que nous avons donné un appui à la cacao-culture. Nous, on est en train de faire ce qu'on appelle le cacao vert. Le cacao vert a deux principes. Le premier principe, c'est qu'on n'abat pas la forêt. On vient revitaliser les vieilles jachères. Vous savez que les gens ont toujours fait le cacao depuis la période coloniale. Nos grands-parents faisaient le cacao. Donc maintenant, ce que nous faisons, on vient revitaliser les vieilles cacaoyères en remplaçant le matériel végétal qui est déjà dépassé, qui a un taux de production très bas, avec des nouvelles variétés qui produisent plus. Les trois avantages de la biodiversité. L'alimentation. Les gens vivent de la forêt parce que la biodiversité se porte bien. Les gens ont de quoi se nourrir. La qualité de l'eau. Il faut savoir que l'eau douce qui circule en forêt, cette eau est de bonne qualité parce qu'il y a la forêt. L'air que nous respirons. Donc ces trois sources, ces trois valeurs sont largement au-dessus de l'estimable.